Bonjour à tous. Bonjour à tous. Faites-nous un petit coucou dans le chat sur la droite de l'écran, voir si tout le monde nous entend bien. Bonjour Michael. On va laisser 30 secondes, une minute, le temps de laisser arriver tout le monde. Ah là, ça y est, je vois que tout le monde arrive. Bonjour Marie-Elisabeth. Donc, tout au long du live, vous pourrez poser vos questions dans le deuxième onglet, l'onglet questions. Pensez bien à mettre vos questions dans cet onglet et non pas dans le chat. On vous propose aussi 2 sondages dans le troisième onglet sur la droite. Donc, je vous laisse y répondre juste avant de démarrer. Là, vous avez 30 secondes pour y répondre, et pour connaître votre activité, en savoir un petit peu plus et savoir si vous êtes déjà partenaire Simulacure. Bonjour Rémi. Écoutez, on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième live. Donc, moi, c'est Kenji et je suis directeur commercial chez Simulacure. Donc, l'assurance emprunteur, c'est qu'une simple formalité pour la plupart de vos clients à la recherche d'un financement. Et dans certains cas, cette recherche peut se transformer en véritable parcours du combattant quand l'assuré présente un risque aggravé de santé. On a tous les jours des appels de partenaires qui nous demandent conseil. Par exemple, j'ai un client qui a été refusé sur un contrat groupe. Est-ce que tu penses avoir une solution? J'ai un client qui a du diabète. Tu as un contrat pour ça? Tu assures un client qui a une maladie de Crohn? Tout ce type de questions, on vous aide très régulièrement au téléphone pour ça. Donc, on estime que 5 à 10% des demandes de financement sont concernées par cette problématique. C'est donc bien un enjeu stratégique que les professionnels du crédit et de l'assurance doivent maîtriser. D'autant plus que les banques, qui favorisent largement la distribution de leurs contrats groupes, ont en général du mal à trouver une solution d'assurabilité sur les profils à risque. Sur ces dossiers, les établissements bancaires sont souvent contraints d'accorder la délégation d'assurance. Donc, pas d'assurance emprunteur, pas de prêt. Et donc, le financement est dans ces cas conditionné à l'acceptation de l'assureur. On vous propose aujourd'hui une synthèse pratique et pédagogique sur la sélection médicale dans sa globalité. On évoquera notamment donc, le secret médical, le parcours AERAS et la GIS, les différentes décisions médicales et quelles sont les solutions en cas de refus, et enfin, quelles sont les solutions pour ne pas dépasser le taux d'usure. Aux côtés de Florent Villatte, donc directeur des partenariats du groupe Magnolia, et Anthony Pena, qui est délégué régional Simulacure. C'est Michel Joie, directeur commercial vie et santé de Swiss Re, qui nous fait l'honneur de nous apporter sa vision d'expert sur l'enjeu du médical et ses bonnes pratiques. Je te laisse la parole, Anthony, pour nous présenter d'abord la répartition des dossiers médicaux sur les demandes de financement. Oui, pas de problème. Merci Kenji. Bonjour à tous. Alors juste petite chose, Michel a eu un petit problème de connexion. Il va se reconnecter dans un instant. Donc, on va commencer par un constat. Il faut savoir qu'il y a 80% des demandes d'assurance qui sont déjà sans déclaratif médical. Sur les 20% restants, il y a 16% en médical léger, qu'on appelle aussi médical standard, et 4% qui sont en risque aggravé de santé. Alors, bien évidemment, sur ces 80% sans déclaratif de santé, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de passif médical pour le client ou pour l'emprunteur, mais uniquement que ce passif médical, s'il existe, ne fait pas partie de sa sortie d'information sur le questionnaire. Alors, en parlant de questionnaire, il existe 2 types de questionnaires. Il existe un questionnaire de santé simplifié, où on va retrouver en moyenne 6 questions, et un questionnaire de santé dit standard, où on va retrouver en moyenne 20 questions. Alors, comment déterminer qu'on soit éligible à un QSS ou qu'on remplisse un questionnaire de santé? Il y a 2 critères différents. Le premier critère, c'est un critère de montant. Alors, bien souvent, c'est un montant entre 400 000 et 500 000 euros. Et le deuxième critère, c'est un critère d'âge qui va être aux alentours de 45-55 ans. Alors, si ces 2 critères ne sont pas réunis, vous serez amené à remplir un QS. Si ces 2 critères sont réunis, vous basculerez sur un QSS. Bien évidemment, le but du QSS, c'est que même si médical il y a, vous puissiez ne pas le déclarer sur le QSS de manière à avoir un tarif normal de préférence. Normalement, Michel devrait enchaîner sur la partie déclaratif informatisé. On fait face aux aléas du direct, mais Michel est en train de se joindre à nous. N'hésitez pas si vous avez déjà des premières questions. On vous écoute. Donc j'ai Michel en instantané qui me dit « Je suis en train de me reconnecter ».
Michel arrive, on espère qu'il fait beau chez vous, qu'il y a du soleil. Il y en a ici dans le nord, c'est pas chose courante. Je propose que nous enchaînions et Michel, dès qu'il se sera connecté, nous refera un petit focus sur la sélection médicale en ligne. Allez. Si ça te va, Kenji. Donc, j'ai vu que nous avions la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous de nombreux courtiers. Michel est là. Michel est voilà. là. J'en profite de juste avant donc, Voilà. pour répondre à une première question, hein, mais à laquelle je vais répondre tout de suite. Non, on ne vous entend pas quand vous nous parlez. Hein. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire que les sondages sont désormais en ligne. Ils n'étaient pas en ligne au début du live. C'est bon, les sondages sont disponibles. Michel, je te laisse la parole. Oui, donc toutes mes excuses, c'est les aléas du direct. Vous étiez en train de parler de questionnaire de santé simplifié, de questionnaire de santé et de la sélection médicale automatisée. Je voudrais juste faire un petit focus sur le pourquoi de la sélection médicale. Il y a une chose qui est assez évidente, c'est qu'on veut éviter l'antisélection, c'est-à-dire pas prendre quelqu'un qui va mourir demain parce que sinon les assureurs mettent la clé sous la porte. Mais c'est aussi dans le contexte ultra compétitif qu'on a actuellement, c'est appliquer le bon tarif au bon profil de risque. Et quand je dis bon, ça veut dire profil adapté. Pour ça, il faut trouver la complexité qui va suffisamment loin et le bon nombre de questions entre le nombre de questions qu'on veut poser et ce qu'on veut arriver à obtenir comme information, jusqu'où est-ce qu'on veut aller sur les preuves externes, rapport médical, examen de sang, mais aussi amortir tous ces coûts de la sélection médicale. Donc l'objectif, meilleure sélection médicale au coût le plus bas. Et pour ça, on essaye de pousser le plus haut possible les limites de ce qu'on peut faire avec un questionnaire de santé simplifié ou un questionnaire de santé, avec un certain nombre de questions. Et tous ces outils de sélection médicale automatisée qui sont maintenant sur le marché nous permettent d'y arriver. Alors, un outil de sélection médicale automatisée, si on doit dire ça dans des mots très simples, c'est un questionnaire interactif en ligne qui, au travers d'une arborescence, va qualifier le dossier des proposants pour lui apporter un maximum de réponses immédiates et savoir traiter la bobologie ou aller même beaucoup plus loin que la bobologie dans certains cas. Donc l'objectif, c'est bien d'obtenir un maximum d'informations tout en restant dans un niveau de complexité supportable pour éviter de perdre des clients. Et quand on a sur le marché la pression qu'on a actuellement avec des produits toujours plus simples et toujours moins chers, on est un petit peu à la limite de l'exercice technique. Et c'est là que la sélection médicale automatisée permet d'avoir des choses simples en sélection médicale et pas trop complexes dans la majorité des cas, voire pas complexes du tout dans la majorité des cas. Maintenant, ça doit se faire dans un cadre où on a une sélection adaptée à chaque situation. L'idée, c'est aussi d'accélérer le processus et de poser toutes les questions qu'on peut pour éviter les formalités complémentaires au maximum, de manière à avoir un parcours qui soit le plus fluide possible. Maintenant, quand on parle de sélection médicale automatisée, ça se fait dans le respect du secret médical. Et je vais passer la parole à Florent pour qu'il puisse vous en parler. Merci Michel et bonjour à tous. Donc comme je le disais, oui, on a vu que vous étiez nombreux courtiers en crédit, en assurance parmi nous aujourd'hui et nous vous en remercions. Vous avez régulièrement des questions que vous soumettez à vos inspecteurs sur ces problématiques de secret médical. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Donc on va reprendre ensemble rapidement tout le parcours de souscription, puisqu'en effet, le secret médical va accompagner le dossier de votre client durant tout son cours. Dès la demande d'adhésion, on va demander à votre client, en effet, de remplir un questionnaire de santé, entre autres. Il est bien évidemment convié à le remplir seul.
mais rien ne l'empêche, s'il le souhaite, puisque le client dispose librement des informations médicales qui le concernent, de solliciter son interlocuteur, c'est-à-dire vous courtier, banquier ou assureur. Donc, il peut tout à fait demander à ce que vous l'accompagniez durant le remplissage de son questionnaire. Une fois celui-ci rempli, la question se pose de savoir comment est-ce qu'il doit être adressé à l'assureur. Donc là, encore une fois, pas d'inquiétude, votre client a tout à fait la possibilité, s'il le souhaite, de vous solliciter pour que vous le transmettiez par voie postale ou par mail à l'assureur ou à son délégataire. S'il le préfère, il a aussi la possibilité de l'envoyer directement à l'assureur sous pli confidentiel, de manière à ce qu'il arrive immédiatement au service médical. Donc, il faut savoir qu'au sein des compagnies, vous avez des services médicaux qui sont réellement totalement cloisonnés de l'ensemble des autres services et que seulement un certain nombre de personnes habilitées au secret médical pourront avoir accès à ces informations-là. Une fois votre dossier chez l'assureur, dans le cadre de son étude, il peut arriver que l'assureur demande des informations complémentaires. Donc, que dit la convention AERAS? Très simplement, votre client doit recevoir ses demandes de renseignements médicaux complémentaires par voie postale. Cependant, s'il a signé un document de levée du secret médical, et afin de gagner du temps, c'est fortement conseillé, l'assureur aura la possibilité de lui transmettre ses demandes de renseignements complémentaires par mail. Une fois la décision médicale prise par l'assureur, d'une part, votre client, bien évidemment, en est informé et il aura la possibilité de contacter l'assureur pour lui demander pourquoi telle majoration, pourquoi une exclusion, pourquoi un refus. Il peut le faire, mais pas de toutes les manières. Impossible aujourd'hui de contacter un assureur par téléphone. On comprend bien que l'outil téléphonique, ce moyen de communication, ne permettra pas de garantir le secret médical et n'offrira donc pas suffisamment de sécurité. Donc, votre client sera convié à s'adresser à son assureur par voie postale, par courrier, afin d'obtenir une réponse écrite sur les motivations de la décision médicale. Vous, en tant que courtier intermédiaire, vous serez informé de la décision qui a été prise, une majoration par exemple, une exclusion totale ou partielle, mais vous n'aurez pas la teneur de cette exclusion. Ainsi, un client qui sera par exemple exclu sur toutes les affections psy, vous saurez que son invalidité, son incapacité sont prises, sont couvertes de manière partielle, mais vous ne connaîtrez pas le champ de l'exclusion. Enfin, un dernier conseil pour nos partenaires, quand vous avez fini de traiter le dossier de votre client, que le certificat d'adhésion a été édité, nous vous invitons à supprimer tous les éléments médicaux qui pourraient être en votre possession. Photocopie, mail, ainsi de suite. Alors forcément, quand on parle de médical, on parle également de décision médicale. Il y a 4 types de décisions médicales, hors bien évidemment tarif normal. Il va y avoir la majoration, l'exclusion, l'ajournement et pour finir, le refus. La majoration, c'est très simple, c'est quand la compagnie va proposer une surprime au client par rapport à sa prime annuelle qu'il paye déjà. Concernant l'exclusion, il va y avoir 2 types d'exclusion. On va trouver l'exclusion partielle, donc on va prendre l'exemple par exemple d'une personne qui s'est cassé le genou au ski l'année passée et qui a subi une opération. Il va avoir une exclusion des garanties sur tout ce qui va concerner son genou droit. Mais si demain il a un problème notamment au genou gauche, il sera couvert. Et il sera couvert sur toute autre pathologie. Vient ensuite l'exclusion totale. L'exclusion totale, c'est quand la compagnie dit simplement on va vous refuser telle ou telle garantie. Donc on va par exemple vous conserver les garanties décès, PTIA, et vous supprimez toutes les garanties complémentaires de type ITT, IPT ou encore IPP. Vient ensuite l'ajournement. Alors pour parler d'un sujet d'actualité, on va parler du coronavirus. Aujourd'hui, si vous avez un emprunteur qui a eu le coronavirus récemment, vous avez de fortes chances qu'une compagnie d'assurance demande un ajournement en disant nous avons un ajournement de 6 mois ou encore de 1 an pour une seule raison, c'est le fait qu'on ne connaît pas encore, on n'a pas encore de retour, on va dire, et d'antériorité sur la pathologie et savoir ce qu'elle peut entraîner.
Et pour finir, le refus. Le refus, c'est simplement que la compagnie décide de ne pas prendre le dossier à cause du risque qu'il représente. Bien évidemment, qui dit médical dit aussi parcours médical et niveau de sélection médicale. Michel, c'est à toi. Oui, merci. Donc déjà, la technologie nous a pas trahi une deuxième fois, c'est une bonne chose. Niveau de sélection médicale. Vous représentez ici 3 niveaux, et effectivement, c'est ce qui se passe. On a un premier niveau qui est celui où l'assureur regarde avec son expertise le dossier. Très généralement, il l'accepte. Après ça, quand il dit ce dossier-là, moi, mon expertise ne me permet pas de l'accepter, il se tourne vers son réassureur. C'est un deuxième niveau parce que c'est un deuxième niveau d'expertise qui regarde. Et du coup, le plus souvent, le dossier est accepté. Et éventuellement, s'il est accepté ni au premier niveau ni au deuxième niveau, à ce moment-là, il peut être envoyé sous réserve qu'il réponde à certaines conditions qui sont notamment le fait qu'il doit être inférieur à 320 000 et que la fin de la garantie doit être avant 70 ans ou pendant la 70e année. À ce moment-là, on se retrouve dans une situation où c'est le pool de réassurance des risques très aggravés qui étudie le dossier. Donc, il y a tous les grands réassureurs de la place qui veulent accompagner cette instance, qui tarifient à tour de rôle les dossiers de manière à mettre en place leur expertise pour pouvoir essayer d'avoir un troisième niveau de regard sur ces dossiers. Donc, c'est ça les niveaux 1, 2, 3. Alors, tout ça, c'est fixé dans la convention AERAS. Et cette convention AERAS, en fait, elle a une raison un petit peu plus large. Son but, c'est d'encadrer quelque part la pratique de l'assurance emprunteur et de mettre quelque part les bonnes pratiques dans ce cadre-là. Alors, pour qui est-ce que c'est intéressant ou à qui est-ce que c'est destiné? C'est pour tous les emprunteurs dans le cadre d'un emprunt immobilier ou professionnel. Les prêts à la consommation sont touchés dans la convention AERAS pour dire qu'il n'y a pas de sélection en dessous de 17 000 euros. Alors cette convention AERAS, elle a été établie entre les assureurs, les banquiers, les pouvoirs publics, les associations. Donc comme toute bonne convention, c'est un monstre protéiforme. Il y a toute une partie qui consiste à décrire ces instances. C'est pas ça qui va nous intéresser. Il y a toute une partie qui concerne le traitement des données personnelles, c'est ce qui nous a été décrit précédemment. Il y a toute la partie qui concerne l'instruction des demandes, et ça, c'est ce que je vous ai raconté juste avant sur les niveaux 1, 2, 3. Et il y a un point spécifique qui est lié aux garanties qui sont octroyées, et notamment la garantie invalidité spécifique. La raison de l'existence de cette garantie, c'est que les associations et les pouvoirs publics on fait part du fait qu'il n'y avait pas assez de dossiers qui étaient acceptés avec de l'invalidité, et on a mis en place une définition d'une assurance, d'une garantie spécifique à la convention AERAS, la garantie invalidité spécifique ou GIS, qui permet d'octroyer de manière plus large que l'IPT normale. Alors quand est-ce qu'elle doit être proposée? Elle doit être proposée quand, il faut qu'il y ait une demande d'IPT de la part du proposant. C'est-à-dire que si on peut lui proposer l'IPT, on va le faire. Si on ne peut pas lui proposer l'IPT sans surprime ou sans exclusion, à ce moment-là, l'assureur, dès le niveau 1, est tenu de proposer la GIS en alternative. Et souvent, c'est fait aux mêmes conditions tarifaires que l'IPT. D'accord? Alors, cette garantie, comment est-ce qu'elle est fabriquée? C'est une garantie qui s'active à partir de 70% de taux d'invalidité. Et ce taux d'invalidité, au lieu d'être défini dans un barème croisé comme on a souvent dans les produits d'assurance, il est défini exclusivement en fonction du barème d'invalidité du Code des pensions civiles et militaires. Alors, c'est souvent moins couvrant que l'IPT parce que ça commence déjà à 70 et pas 66, parce que c'est pas exactement le même barème. Même avec une exclusion, souvent l'IPT est plus couvrante. Maintenant, la GIS, telle qu'elle est définie, c'est quelque chose que les banquiers ne peuvent pas refuser comme garantie sous prétexte qu'elle est partielle.
Voilà. Ça, c'est un point important de la garantie invalidité spécifique. On pourra en reparler si vous voulez. Alors, cette convention AERAS, elle contient aussi des rappels sur la loi dite du droit à l'oubli et sur la grille de référence. Alors, le droit à l'oubli et la grille de référence, c'est quelque part la volonté de permettre un accès plus facile pour un certain nombre de personnes, et notamment ça a été établi au départ dans le cadre du plan cancer, pour ne pas faire de déclaration de cancers qui sont guéris depuis plus de 10 ans. Ça, c'est le cadre général. Et pour les cancers pédiatriques, on est pour des cancers qui sont survenus il y a plus de 5 ans. Et la frontière de cancer pédiatrique était fixée à 18 ans à l'origine, est en train d'évoluer et d'aller vers les 21 ans. Alors maintenant, ça c'est le droit à l'oubli stricto sensu, mais le législateur a voulu pouvoir encadrer un certain nombre d'autres pathologies, et ces autres pathologies ne font pas l'objet d'un droit à l'oubli, c'est-à-dire pas de déclaration, c'est-à-dire que sur toutes les autres cas qui ne sont pas le cas très simple du cancer, si ça fait plus de 10 ans, je ne déclare pas. Tous les autres cas doivent bien être déclarés avec leurs séquelles. Et la grille de référence fixe les conditions dans lesquelles ces pathologies peuvent être acceptées avec les surprimes maximales. Alors, il n'y a pas toutes les pathologies dedans, il n'y en a qu'un certain nombre. Des fois, l'assureur peut arriver à faire mieux. C'est pas tous les jours, mais ça peut arriver. Et vraiment, ce qu'il faut souligner, c'est que il faut déclarer au maximum ce que vous avez à faire, puisque l'assureur est contraint par un certain nombre de règles et pisté par le régulateur des assurances pour appliquer cette convention à la lettre, et il y a de lourdes sanctions qui sont derrière. Donc vraiment, c'est quelque chose, en tant que courtier, on a un devoir, c'est de faire la déclaration aux assurés pour éviter la fausse déclaration et le défaut de couverture. Alors, la grille de référence, pas la grille de référence, pardon, mais la convention AERAS prévoit aussi un certain nombre de garanties alternatives quand l'assurance n'est pas possible. Et ça, c'est Florent qui va nous en parler. Avec le micro, c'est mieux. Je te remercie, Michel. Donc oui, une fois un dossier arrivé en niveau 3, malheureusement, qui dit niveau 3 ne dit pas acceptation systématique. La convention AERAS a permis de l'anticiper et le prévoir avec un paragraphe bien précis que je vais vous citer, qui dit que les établissements de crédit s'engagent à respecter en cas de refus d'assurance les alternatives à l'assurance emprunteur qui peuvent apporter des garanties dont la valeur et la mise en œuvre offrent la même sécurité pour le prêteur que pour l'emprunteur. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont ces garanties? Très simplement, on va avoir plusieurs types de sûretés qui vont pouvoir être offertes par le potentiel emprunteur à la banque pour réaliser son crédit à défaut d'avoir une assurance emprunteur. On va avoir tout d'abord la possibilité de nantir un portefeuille de valeurs mobilières, compte titre, PEA, ainsi de suite, de nantir un contrat d'assurance vie, de proposer une prévoyance individuelle, et on reviendra là-dessus un peu plus tard, ou de proposer une caution. Donc concrètement, la Convention dit aux banques, aux établissements bancaires qui sont co-signataires, si on a un refus niveau 3 du dossier d'assurance de votre client, ceci vous oblige à regarder les autres sûretés, les autres garanties que vous pouvez obtenir afin d'octroyer ce crédit. Sur la notion de prévoyance individuelle, donc de prévoyance tout court, il faut savoir que jusqu'à il y a à peu près 2 ans, les prévoyances collectives pouvaient permettre de mettre un bénéficiaire, une banque en tant que bénéficiaire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est pourquoi on parle vraiment uniquement de prévoyance individuelle. Donc, les conditions qui vont vraiment favoriser l'acceptation de la banque, ça va être d'une part les valeurs qui permettent une prise en charge soit d'une partie des remboursements, soit d'une partie du capital, et que la mise en jeu de ces sûretés-là puisse se faire de manière aisée, rapide, dès qu'on va avoir une difficulté de remboursement. Au-delà de ça, avant d'arriver en niveau 3,
on peut avoir des situations où, avec des alternatives. Premier cas de figure, très simple, vous avez un client qui va être accepté en DCPTIA, mais avec une exclusion des garanties complémentaires, donc des invalidités et des incapacités. Donc, de manière générale, si on a un trou de garantie et plusieurs possibilités. Si on a 2 emprunteurs, que la personne qui se retrouve sans invalidité, incapacité est celle qui a le moins de revenus, il est possible que le dossier passe auprès de la banque. Parfois, c'est le cas. D'autres fois, malheureusement, non. Une possibilité est de demander à votre assureur qui a refusé les garanties complémentaires de réétudier le dossier. Non pas de réétudier le dossier sur l'ensemble des garanties, mais de le solliciter pour obtenir une couverture de l'invalidité et de l'incapacité sur la partie accidentelle. Ainsi, à défaut d'être totalement couvert sur ces 2 risques-là, il pourra être couvert sur la partie accidentelle, ce qui réduit le risque pour le prêteur et qui peut permettre de faire passer un dossier. Donc, dans ce cas de figure, vraiment, je vous y engage, en cas de refus des garanties complémentaires, n'hésitez pas à ressolliciter l'assureur sur ces garanties complémentaires. La réponse pourra malheureusement parfois être négative du fait de la pathologie ou de la profession de l'assuré, mais sera très souvent positive. Enfin, sachez Florent, que vous avez… Oui, Florent, pardon. au niveau de la mise en œuvre justement de cette demande de réétude au niveau de l'assureur, comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qu'il faut fournir? Comment c'est un courrier, manuscrit? Alors, Comment ça se passe? on rentre dans le cadre aussi indirectement du secret médical. Donc, on va demander une lettre manuscrite au client ou une demande faite par écrit sur un espace qui va être dit sécurisé et donc répondre aux normes du secret médical. D'accord. Et ce courrier manuscrit, le client pourra le scanner pour l'envoyer peut-être par mail ou par espace sécurisé? Tout à fait. Ok. Merci Florent. Je t'en prie. Voilà. Et puis, au-delà de la couverture accidentelle, il faut savoir qu'aujourd'hui, une banque s'est emparée du marché du prêt à destination des résidences principales sans garantie, donc sous condition bien sûr, mais sans garantie emprunteur derrière pour le couvrir. Là encore une fois, je vous invite à vous rapprocher de votre inspecteur pour qu'il puisse vous accompagner et si nécessaire vous mettre en relation dans cette démarche. Merci Florent. Suite à ça, forcément, quand on parle de médical également, on va parler de taux d'usure. Alors, on a un petit historique depuis 2017 où on voit le taux d'usure qui baisse et on est dans un contexte assez historique où le taux d'usure est très bas et où les taux d'emprunt commencent à remonter. Donc forcément, pour tout ce qui va être dossier de personnes d'un certain âge ou des dossiers médicaux, on va commencer à avoir du mal à trouver vraiment des solutions adaptées. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Déjà, essayer de privilégier une délégation d'assurance plutôt qu'un contrat groupe. Forcément, il existe une multitude de compagnies sur le marché et en fonction du client que vous avez, en fonction de son profil, vous pourrez trouver une solution complètement adaptée et vous permettre d'avoir ainsi un taux plus intéressant en termes d'assurance et pouvoir passer sous la barre du taux d'usure. Mais si cela ne suffit pas, il existe d'autres solutions, comme par exemple sortir l'assurance du TAEG. Initialement, quand vous faites une demande d'adhésion, une demande d'assurance, vous allez mettre en bénéficiaire acceptant forcément l'organisme prêteur. Donc c'est lui qui va toucher le capital restant dû, notamment en cas de décès de l'emprunteur. Mais on va avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle un bénéficiaire croisé. Donc si par exemple monsieur et madame empruntent tous les deux, on va être capable de sortir, admettons, 50% de la quotité du prêt, de laisser 50% à destination de la banque et de mettre 50% sur le bénéficiaire, le co-emprunteur. Dans cet exemple, par exemple, monsieur va décéder. Qu'est-ce qui va se passer? 50% du capital restant dû va être reversé à la banque. Les 50% restants vont être reversés au co-emprunteur, à la co-empruntrice, et elle va être capable du coup de rembourser la banque derrière et ainsi solder le prêt. De ce fait, vous avez sorti donc la moitié de l'assurance du TAEG et ça vous donne une possible solution pour être sous le taux d'usure. Bien évidemment, ce n'est pas la seule solution qui existe. Il y en a d'autres, comme par exemple l'écrêtement. Toujours le micro. Bon. Voilà, je te remercie Anto
pour le passage de parole et pour le micro à la fois. Donc, l'écrêtement, c'est une disposition en effet qui est prévue dans le cadre de la convention AERAS. Son objectif, il est assez simple, hein, c'est faciliter l'accès au crédit des personnes qui présentent à la fois, et c'est le sens même de la convention AERAS, un risque aggravé de santé, mais qui ont aussi des revenus modestes. Donc, c'est un mécanisme qui va très simplement permettre de prendre en charge partiellement le coût de la prime d'assurance en fonction du profil et des revenus de notre client. Donc, les conditions d'éligibilité, semblables à ce qu'a expliqué Michel précédemment, 70 ans maximum en fin de garantie, que ce soit un prêt destiné à une résidence principale hors prêt relais attention ou un prêt professionnel, et bien entendu en fonction des revenus. Donc là, on a un barème très simple de 3 niveaux en fonction du nombre de parts du foyer fiscal et du niveau de revenus, d'imposition. Le montant de cette réduction, il va être, si on est dans le cadre d'un prêt à taux zéro et que l'emprunteur a moins de 35 ans, il va pouvoir bénéficier d'une prise en charge intégrale de sa surprime d'assurance. Sinon, si le coût total de l'assurance représente plus de 1,4 points de TEG, on aura une prise en charge de la surprime au-dessus de ces 1,4 points. Alors, je m'explique. Vous avez un client qui se retrouve avec un taux nominal de 1 point, qui se retrouve avec un taux d'assurance de 1,8 points, dont 0,6 points de surprime. S'il est dans le cadre de l'écrêtement, il pourra bénéficier d'un abattement et aura donc toujours son point de taux nominal et 1,4 points de coût d'assurance. Et concrètement, on se retrouve donc à 2,4 points, ce qui est en dessous du taux d'usure aujourd'hui, puisque de mémoire, le taux d'usure actuellement sur les prêts de 20 ans et plus est de 2,51, quelque chose comme ça. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans le chat. Voilà, donc l'écrêtement est un mécanisme qui peut permettre aussi de repasser en dessous de ce taux d'usure. Enfin, sur la mise en œuvre, au moment où le client va recevoir son BPA, il va avoir une information écrite sur ce dispositif. S'il, après étude avec son intermédiaire, il se rend compte qu'il y est éligible, il lui suffira de retourner sa demande d'écrêtement avec un certain nombre de pièces justificatives, donc, qui ne sont pas les mêmes d'une compagnie à l'autre, qui peuvent être une déclaration sur l'honneur sur le fait que c'est l'acquisition d'une résidence principale, une attestation de l'employeur sur les revenus ou l'avis d'imposition. La compagnie en accusera réception, renverra son acceptation et ça permettra à votre client de faire éditer son contrat en bénéficiant de cet écrêtement. Et donc, qui parle de convention AERAS, comme nous venons de le faire depuis maintenant une petite demi-heure, parle de délai de traitement, Anthony. Voilà, exactement. Forcément, également, quand on parle d'un dossier avec du médical, on va parler d'un délai de traitement qui va être plus long. Bien évidemment, quand vous avez un dossier avec du médical aggravé, la compagnie ne va pas forcément être capable de vous donner une réponse, elle va devoir solliciter le réassureur. Donc déjà là, on va avoir un délai de 5 jours. Si le réassureur ne peut pas donner de réponse, également, on va monter en AERAS et il va nous falloir encore un délai de 10 jours. Après étude de la convention AERAS, vous aurez 21 jours avant d'avoir un retour. Donc, si on se base sur des délais de traitement constatés moyens, vous pouvez avoir 36 jours en moyenne d'attente avant d'avoir une réponse. Alors, bien évidemment, on est capable d'avoir des délais plus courts, mais on a déjà constaté également sur des dossiers qu'on a eu sur nos zones, des délais plus longs. Donc, c'est hyper important quand vous avez une demande de financement à venir d'essayer de voir pour l'assurance en amont pour éviter de devoir faire avec des délais extrêmement courts pour avoir une réponse. Forcément, demander des urgences à des gens que vous connaissez dans des compagnies d'assurance, on en est toujours capable, mais plus on va avancer vers l'AERAS, moins il va être possible de faire des demandes d'urgence. Donc c'est très important d'anticiper sur les pathologies médicales du client, de pouvoir lancer en étude le dossier en amont, de manière justement à réussir à s'en sortir sur les délais finaux. Voilà, Kenji, je te laisse la parole sur la finalité. Du coup, j'ai une question pour Michel. Comment peut-on expliquer que pour un client donné, on va avoir deux décisions différentes sur deux contrats différents en fait, il y a une compagnie qui va donner une acceptation, par exemple, et l'autre un refus. Comment c'est possible?
Facile. Alors, déjà, tous les dossiers sont pas acceptables. Parce que il y a des gens qui, on le sait, vont mourir demain, et du coup, on peut pas proposer une assurance dans ce cas-là, sinon ça revient à encaisser une prime qui est supérieure au montant du capital pour pouvoir payer un courtage, les frais de gestion et tout ça. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que les assureurs font les choses bien, et si on regarde les statistiques de AERAS, on a 99,5% des dossiers qui entrent pour avoir une solution d'assurance qui sont acceptés. 99,5% des dossiers, ce qui fait qu'il y en a 0,5% qui ne trouvent pas de solution d'assurance. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien noter. Alors, si on regarde exclusivement les dossiers avec un risque aggravé de santé, il y en a 95% qui trouvent une assurance. C'est encore un taux absolument énorme. Si on regarde les dossiers qui montent au 3e niveau, on est à 26%. Donc, ceci pour dire, les assureurs font très bien leur travail. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont acceptés et d'autres non chez 2 assureurs différents? L'assurance, c'est un triptyque. Il faut avoir un équilibre entre le tarif, les conditions générales du produit avec ses exclusions et ses garanties, et la sélection médicale que vous avez prévu de faire. Alors déjà, vous n'avez pas le même tarif initial chez tout le monde. Il y en a qui pourront avoir un tarif plus margé au départ et qui se diront je suis capable de faire abstraction des cas de 25 ou 50%. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, quand on parle d'une acceptation ou d'un refus, on va un peu plus loin. C'est sur la recherche actuarielle qui est faite par les différents intervenants. Et cette recherche actuarielle est plus ou moins poussée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça dépend aussi de la taille des portefeuilles et de l'appétence au risque. Si vous avez énormément de risques aggravés, ça sera facile d'en prendre un peu plus parce que vous arrivez à bien les répartir, alors que sinon, c'est compliqué. Et juste pour dire un mot de la recherche actuarielle, je vous ai parlé tout à l'heure de la grille de référence AERAS. C'est un outil qui a pour objectif de mettre tout le monde d'accord. Elle fixe un plafond de surprime. Alors ça ne concerne que les pathologies les plus courantes, parce qu'on ne peut pas prévoir toutes les pathologies là-dedans, parce que ça prendrait un temps énorme. Des pathologies pour lesquelles on a des données d'origine française, ça c'est quelque chose qui, malgré ce qu'on pourrait croire, n'est pas aussi répandu. On a énormément de données sur le cancer grâce au travail de l'INCa, mais après ça devient un petit peu plus délicat. Et il y a beaucoup de conditions qu'il faut prendre en compte pour transformer toutes les données épidémiologiques en données très précises sur quel est l'état d'une personne en particulier. Et c'est souvent ça qui rend la grille de référence illisible. Raison pour laquelle je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Vraiment, déclarer l'intégralité, c'est l'assureur qui fera son travail pour regarder derrière comment est-ce qu'il peut faire. Merci Michel. J'ai une question pour Anthony. Quel conseil on peut donner aux professionnels qui nous écoutent pour trouver une solution d'assurabilité pour leurs clients? Est-ce que notre conseil, c'est faire une souscription chez toutes les compagnies ou plusieurs compagnies? Alors, toutes les compagnies, non. On sait qu'il existe des compagnies qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins d'appétence sur le médical aggravé. Hein, on le sait, que ça soit chez nous ou chez d'autres. Solliciter plusieurs compagnies, c'est une solution qu'on met souvent en avant. Toutes les solliciter, ça ne sert à rien parce qu'au final, ça va être des délais qui vont être longs. Ça va être une perte de temps et de motivation à la fois du côté du courtier, à la fois du côté du client. Mais par contre, on peut tout à fait solliciter 3 voire 4 solutions qui sont adaptées sur le médical aggravé ou sur une pathologie bien précise. Et c'est à ce moment-là que c'est quand même très important de solliciter son délégué régional ou bien la gestion d'une compagnie d'assurance pour savoir à quel moment est-ce qu'on peut utiliser telle solution pour tel profil pour éviter de perdre du temps. Alors 2, 3 solutions, 4 solutions, ça peut être une manière en effet de pouvoir avoir toujours une réponse ou une décision médicale adaptée.
on va avoir peut-être une réponse qui va être avec du DCPTIA et avec une surprime exponentielle sur les garanties complémentaires, là où peut-être une autre réponse, ça va être du DCPTIA uniquement, là où la banque va refuser la délégation assurance et donc le financement. Donc toujours en solliciter 2 ou 3, mais bien solliciter. Le plus important, donc encore une fois, rentrer en contact avec vos délégués régionaux, vos interlocuteurs, de manière à pouvoir avoir ces atouts. Merci Anto. Et j'ai une dernière question pour Michel. Donc on est encore en plein dans la crise sanitaire et économique liée au Covid-19. Penses-tu que d'une façon générale, il y aura des conséquences demain sur les acceptations et sur la tarification en assurance emprunteur? La réponse c'est oui. C'est quelque chose qu'on n'a pas vécu depuis une centaine d'années, donc forcément ça va avoir des impacts, ne serait-ce que par l'incertitude que ça génère. Pour moi, les impacts qui sont à plusieurs niveaux. Il y a un impact sur la santé. Il y a tout un tas de personnes qui sont affectées, qui risquent d'avoir des arrêts de travail un peu longs ou de mourir. Et ça, quelque part, quand c'est payé par les assureurs, ça rentre dans l'équilibre global du contrat et il faut quelque part le répercuter dans les tarifs. Donc, comment est-ce que les assureurs vont le répercuter dans les tarifs? J'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas vous dire si ça va concerner 1% ou 10% parce qu'on est encore relativement tôt et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais certainement, ça doit avoir un impact à ce niveau-là. À très court terme, en fait, ça a aussi un impact puisqu'il y a tout ce qui est l'aspect prudence à la souscription des risques. Et notamment, on a tous été rabâchés des risques avec des comorbidités sans bien savoir ce que ça veut dire. On nous a souvent parlé d'obésité, de diabète qui pouvaient être des facteurs de comorbidité. Et effectivement, quand on a quelqu'un qui veut s'assurer juste maintenant et qu'on sait qu'il est à la fois obèse et qu'il a du diabète, on se dit c'est peut-être pas le bon moment pour l'assurer. Si jamais il attrape le Covid, on a une très forte probabilité qu'il y passe. Donc, c'est peut-être pas le moment où on va faire attention. Et vous soulignez tout à l'heure qu'on peut avoir des ajournements, mais on peut aussi avoir des limitations de souscription actuellement pour des risques qui ont des fortes comorbidités. Alors ça, c'est les impacts sur la santé. Maintenant, je pense que dans votre question, il y a aussi quelque chose qui doit concerner l'économie, si je dois répondre. Et la raison en est la suivante. Après chaque crise économique, on constate, c'est dans toutes les statistiques, qu'on a une augmentation des sinistres incapacité invalidité. C'est comme ça, on l'a vu au cours de la crise de 2008, on l'a vu avant, et quelque part c'est compréhensible. Si je prends l'exemple de la dépression, quand je suis un indépendant, si mon commerce va pas bien, je peux faire une dépression. Cette dépression, si jamais j'ai un contrat en cours, ça va arriver à quelque chose que je vais avoir à payer. Donc clairement là-dessus, ça va avoir un impact. Et si je prends l'exemple de la dépression, c'est pas complètement anodin. C'est parce qu'on a dans les contrats tout un tas de garanties qui couvrent les maladies non objectivables, le DOPSI, avec les options qui vont avec. C'est quelque chose sur lequel les banques nous poussent, nous en tant qu'assureurs, à donner des couvertures parce que c'est notre zone d'inconfort à des tarifs compétitifs. Là où elles ont beaucoup plus de marge, c'est un peu plus facile de les accepter. Et ma vision à moi personnelle, c'est qu'on a actuellement des différentiels de prix entre la garantie ITT, IPT avec les MNO et sans les MNO qui est beaucoup trop basse. Je pense que ça devrait être au minimum de 50%, mais c'est un avis complètement personnel qui n'engage que moi. Merci Michel. N'hésitez pas, le live touche à sa fin. N'hésitez pas si vous avez vos questions à les poser. Là, on est à jour des dernières questions. Pensez aussi à remplir le petit sondage. Tout le monde n'a pas encore répondu. Je peux revenir sur une question parce que je ne sais pas si tout le monde a regardé sur l'onglet questions, mais il y a une question intéressante, c'est est-ce que les formalités médicales allégées dues au Covid vont-elles rester telles quelles? Je vais répondre. Ouais, vas-y. L'allègement, il s'est fait dans le cadre de la difficulté à réaliser les examens médicaux complémentaires obligatoires. Donc,
très clairement, et au risque de vous décevoir, je ne sais pas qui a posé la question, mais non, les formalités médicales devraient revenir, entre guillemets, à la normale. Alors, on a une autre question. La sélection médicale des courtiers grossistes est équivalente en termes d'acceptation avec celle des compagnies, à compagnie égale. Tu veux que je réponde, Kenji? Oh, bah, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, dans l'organisation, j'ai envie de vous dire que oui. Il n'y a pas de raison, à mon sens, pour qu'on ait un niveau d'acceptation médicale plus large quand vous passez en direct par une compagnie que quand c'est un contrat qui est bâti par un courtier grossiste. La compagnie reste le porteur de risque et n'aura pas plus, à mon sens, d'appétence à aller sur un risque parce que vous êtes passé par le contrat de la compagnie que parce que vous êtes passé par le contrat du grossiste. Michel voudra peut-être compléter cette réflexion, mais à mon sens, non, il n'y a pas d'écart. Merci Florent. Alors moi, ce que je peux compléter, moi je suis réassureur, donc je suis sur la zone où effectivement on est en deuxième ligne et on a déjà une compagnie qui a regardé quelque chose. Au besoin, c'est le courtier grossiste qui l'a regardé. Mais de toute manière, il y a quelque chose qu'il faut bien regarder, c'est que la convention AERAS prévoit un passage automatique entre les niveaux 1, 2 et 3 sans qu'il y ait rien à faire de la part du client. Donc, éventuellement, il peut y avoir des organisations de travail différentes, mais à un moment ou un autre, je sais que ça va tomber chez moi, par exemple, et que à ce moment-là, moi, j'ai pas de vision de savoir si ça vient de l'endroit A ou l'endroit B. Mon objectif, c'est d'accepter le risque. Je vis de l'acceptation du risque, et plus il y en a qui sont acceptés, mieux c'est. Donc là-dessus, il y a peut-être des process de cheminement qui seront différents parce que c'est un service plutôt qu'un autre qui a vu. Mais à la fin, il devrait y avoir exactement la même réponse en termes de qualité d'acceptation du risque, in fine. Pour compléter, Marie-Elisabeth, ce qu'on peut avoir avec un dossier équivalent présenté auprès du même porteur de risque, mais avec deux délégataires différents, un dossier qui va être étudié chez un délégataire et l'autre dossier, par exemple, directement auprès de la compagnie. En effet, on peut se retrouver avec une acceptation différente. Mais ça, c'est au-delà de la notion de grossiste ou non. Et puis, de la même manière, j'ai envie de vous dire qu'un même contrat présenté à deux médecins conseils à l'aveuglette au sein de la même compagnie peuvent aussi, parce qu'il y a une appréciation, parce qu'il y a une dimension humaine là-dedans, donner lieu à une acceptation mieux-disante d'un côté que de l'autre. Donc tout ça est vraiment au-dessus des notions de contrat créé par un grossiste ou par une compagnie en direct. On a une autre question, Kenji. Tu peux la mettre en avance, démarrer la réponse en direct. Alors, un assuré qui a été en arrêt en ayant touché des indemnités journalières pour garder ses enfants pendant le confinement, devra-t-il le préciser sur le questionnaire de santé? Alors, la réponse est oui. Il vaut mieux déclarer avoir été en arrêt pour garder ses enfants et faire une attestation sur l'honneur à côté stipulant que cet arrêt est dans le cadre d'une garde d'enfants durant la période du Covid, que ne pas le déclarer et au moment du sinistre, se retrouver en fausse déclaration et avoir une indemnisation proratisée ou même nulle. Merci pour cette très bonne question, Marie-Elisabeth. Ok, on arrive au bout des questions. Écoutez, merci à tous d'être venus partager ce moment avec nous. Pour la plupart d'entre vous, je vois que vous venez des fidèles. Ça fait plusieurs fois qu'on vous voit. J'espère que ce live vous a plu, vous avez appris des choses. En tout cas, moi, j'en ai appris.
Je voulais remercier aussi Clarisse et Astrid qui nous ont aidés dans la conception de ce live. Et juste avant de vous laisser, je voulais vous annoncer les prochains lives à pas manquer. Donc, mardi de la semaine prochaine, donc mardi 19 mai à 15h, on fera une spéciale CGP, donc comment se différencier grâce à l'assurance emprunteur, une approche patrimoniale et professionnelle, donc assurance emprunteur et prévoyance. Et jeudi 28 mai, à 15h, donc on fera un focus sur Simulasure, sur les solutions qu'on peut vous apporter. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis je vous dis à très vite. Au revoir. À très bientôt, merci. Merci. Bonne fin de Au revoir. journée à tous. Au revoir.